Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction du journal La Croix, partenaire des Rencontres d'Aix. Mon premier devoir est de vous rappeler à votre devoir, qui est de porter le masque dans cet amphithéâtre, de porter le masque pour les raisons que nous connaissons tous. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent en ligne et je suis heureux d'animer cette table ronde autour d'un thème qui revient régulièrement dans l'actualité. Doit-on adopter un revenu de base? À mes côtés, tout au bout, là-bas, Karine Jante du Cercle des économistes. Karine est professeure à l'Université Aix-Marseille. Et avec nous, 5 intervenants. Marjorie Alexandre, bonjour. Vous êtes membre du syndicat Force Ouvrière, secrétaire confédéral de Force Ouvrière, en charge notamment de l'international, de l'Europe et des migrations. À vos côtés, Philippe Vamparis, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain, cofondateur du Basic Income Earth Network. Vous avez été présenté encore récemment par la presse britannique comme le parrain du mouvement pour le revenu de base. Bonjour Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation. Vous avez fait du revenu universel l'un des axes de votre campagne présidentielle de 2017. Bonjour à vous Erwan Tison. Bonjour. Directeur des études de l'Institut Sapiens, vous êtes libéral et partisan du revenu universel, vous nous direz pourquoi. Et nous sommes également avec Alfonso Prat-Gay, bonjour. Vous nous faites l'amitié d'être en ligne avec nous depuis l'Argentine. Vous êtes ancien ministre des Finances de l'Argentine et vous êtes donc en ligne de Buenos Aires. Sans plus tarder, comme c'est l'usage bien sûr aux Rencontres d'Aix, je laisse la parole au Cercle des économistes. Karine Jante, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, on parlera dans cette session de revenu de base ou de revenu universel. On parlera indifféremment des deux, hein, on confondra les deux notions. Donc, je crois que c'est important pour commencer de bien définir ce dont il s'agit avec ce revenu universel. Alors, le revenu universel, c'est un même montant de revenus distribué à tous et non aux foyers, sans aucune contrepartie. Alors, mettre en place un tel revenu, c'est tout autant un idéal de société qu'une mesure de politique économique qui génère une coalition hétérogène des différents partis politiques. Et pourtant, cette vieille idée peine à recueillir l'adhésion de l'opinion publique. En témoigne, par exemple, le référendum suisse de 2016 qui, justement, a refusé la mise en place d'un revenu universel, ou encore le manque de signatures pour porter le débat auprès de la Commission européenne. Alors, la raison souvent évoquée dans les sondages d'opinion est la crainte que les travailleurs s'octroient trop de temps de loisirs. Donc, si on regarde les sondages, en fait, les gens sont pour, dans l'idée, ils pourraient faire beaucoup de choses avec ce revenu universel quand on leur demande ce qu'ils souhaiteraient en faire, mais leur angoisse, c'est que les autres arrêtent de travailler. Mais ceci, c'était avant la crise Covid. Depuis, les plans de soutien à l'économie mis en place un peu partout ont été très bien perçus et ces distributions de revenus ont été effectuées sans contrepartie. Donc, est-ce qu'elles ouvrent la voie, une nouvelle voie, à la mise en place d'un revenu universel ? Alors, autour de cette notion-là, j'ai préparé quelques petites questions pour nos panélistes, autour de 3 points. Le premier, c'est dans quel objectif souhaite-t-on mettre en place un revenu universel et surtout dans quel contexte ? Est-ce pour remédier à un système de protection sociale défaillant ou absent, comme ça peut être le cas dans les pays en développement? Est-ce pour mettre en place un revenu de transition pour accompagner la révolution industrielle en cours qui va entraîner des réorientations professionnelles et des coûts de formation? Est-ce au contraire un revenu permanent pour pallier aux problèmes de stagnation des salaires et au fait que la transformation technologique actuelle génère des bad jobs? Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, quels sont les effets attendus de cette mesure? Alors, très intuitivement, une extrême simplification administrative, étant donné que si on distribue le même revenu à tous, eh bien tous pourront tout le monde pourra en bénéficier. Donc ce sera beaucoup plus simple.
Et deuxième question, quels vont être les effets sur les comportements économiques des bénéficiaires, et en particulier sur l'offre de travail? Comment vont réagir les bénéficiaires? Qu'est-ce qu'on sait des potentielles réactions? Et là, si on regarde le peu de recul qu'on ait, on a quelques expérimentations qui ne sont pas exactement des revenus universels tels que je les définis. Ces expérimentations, elles ont eu lieu un peu partout à travers le monde sur des programmes pilotes depuis 1970, mais ce sont des expérimentations temporaires pendant lesquelles on a distribué un revenu à des populations souvent ciblées et souvent des populations dans le besoin. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une augmentation de la consommation, une baisse de la pauvreté, peu d'effets sur l'offre de travail des actifs en milieu de carrière, une baisse de l'offre de travail des femmes avec de jeunes enfants, une baisse de l'offre de travail des étudiants, une amélioration de l'éducation et de la santé, une baisse, et même une baisse des dépenses judiciaires. Donc des effets globalement positifs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces expériences ont été de courte durée et pas vraiment des expériences de revenu universel puisqu'elles ciblaient presque uniquement des populations en situation de pauvreté. Dès lors, est-ce qu'on peut transposer ces conclusions au cas où on aurait un revenu qui serait distribué de manière permanente et à toutes les tranches de population? De plus, ces initiatives étaient souvent philanthropiques et se sont donc affranchies du problème de financement. J'ai presque fini, j'arrive à ma dernière question. Donc le dernier point, j'ai évoqué 3 points. Le troisième point, parce que là aussi j'ai encore plein de questions dans mon troisième point, c'est comment faut-il mettre en place ce revenu universel, s'il faut le mettre en place, dans un pays comme la France, dans lequel il existe un système de protection sociale important? Quelles allocations ce revenu va-t-il remplacer? Dans le contexte européen, faut-il envisager une coordination entre les pays? Faut-il mettre en place de nouvelles taxes? Si oui, lesquelles? Quel serait l'impact de cette nouvelle fiscalité sur l'emploi? Et la dernière, c'est qu'avec le revenu universel, on perd les outils de ciblage actuels pour lutter contre les inégalités. Donc, comment faire pour gérer cette question-là? Voilà, vous avez 1 heure pour répondre à mes questions. On a précisément 50 minutes. Merci. Je me tourne vers vous, Philippe Van Parijs. J'ajoute une question toute simple qui est celle de l'actualité de ce débat. Pour quelles raisons ce revenu universel, dont on voit toutes les questions qu'il nous pose et qui ont été résumées par Karine Jean à l'instant, pour quelles raisons ce revenu universel serait-il selon vous plus actuel, plus nécessaire que jamais? Alors effectivement, suite à la pandémie, l'idée a connu une popularité encore plus grande que jamais auparavant. Il y avait eu un pic en 2016, notamment à l'occasion de la campagne de Benoît Hamon. Et puis avec la pandémie, il y a eu effectivement à travers le monde, certainement pas seulement en Europe, une popularité sans précédent. Pourquoi? Pour 3 raisons et sous 3 formes. Première forme, il y a ce qu'on a appelé, ce qui était réclamé sous le nom de Emergency Universal Basic Income. C'était l'idée d'un revenu universel d'urgence pour parvenir à éviter à bon nombre de personnes de crever pendant la période de confinement. Alors, une telle mesure était particulièrement importante dans les pays où il n'y avait pas de dispositifs qui étaient automatiquement déclenchés pour protéger les personnes qui étaient elles-mêmes, qui avaient droit à une forme de protection en raison de leur statut. Donc, plus l'économie était informelle, plus il y avait de travailleurs autonomes, plus il y avait de travailleurs précaires, plus cette mesure était considérée comme importante. Comment la financer? Là-bas, on disait, on y va par la dette publique. Deuxième raison, deuxième forme, c'était au moment où on a commencé à se dire il faudra sortir de la récession après la pandémie. Et donc, il y a un deuxième type de proposition de revenu universel qui était faite, c'était le quantitative easing for the people pour remettre en route l'économie. Au lieu de procéder de la manière habituelle par la réduction des taux d'intérêt, on y allait, on distribuait de l'argent à la population. Bon, c'était évidemment d'autant plus pertinent qu'il n'y avait pas déjà pas mal d'argent qui avait été thésaurisé pendant la période de confinement. Donc, la pertinence
en était peut-être limité, et là-bas, le financement devait se faire par la création monétaire. Troisième forme, et la plus importante, c'est que beaucoup se sont dit, ben, au fond, si on avait eu un revenu universel, un revenu plancher assuré à tout le monde, et financé de manière structurelle, pas par la dette publique ou par la création monétaire, ben, nos économies, nos sociétés auraient été beaucoup plus résilientes qu'elles ne l'ont été cette fois-ci. Mais ces trois raisons relativement conjoncturelles sont étroitement liées à la raison fondamentale qui a fait converger beaucoup de personnes vers l'idée de revenu universel, et c'est l'idée de liberté. Liberté parce que le revenu universel, c'est à la fois la liberté de dire plus facilement oui et de dire plus facilement non. Plus facilement oui à des emplois qui sont peut-être peu rémunérés ou rémunérés de manière incertaine, mais qui sont attrayants en eux-mêmes, ne fût-ce qu'en raison de la formation qu'ils offrent. Mais aussi liberté plus grande de dire non, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'être disponible sur le marché du travail, et donc on peut plus facilement refuser ou renoncer à un emploi qui n'est pas gratifiant, où on est maltraité, etc. Et cette liberté-là est aujourd'hui plus importante que jamais, pour trois raisons que je mentionne très rapidement. La première, c'est que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'un va-et-vient facile entre la formation, l'emploi et les activités bénévoles, quelles qu'elles soient, en particulier au sein de la famille, tout au long de l'existence. Et ce que fait un revenu universel en fournissant ce socle, c'est faciliter ce va-et-vient et faciliter ainsi une formation continue qui est plus importante aujourd'hui que jamais. D'autres panels, du reste, ont mis très bien cela en évidence au cours de ces rencontres. Première raison. Deuxième raison, toute société, comme toute entreprise, doit avoir pour mission de trouver pour chacun de ses membres une activité que ces personnes fassent avec plaisir, fassent bien, et souvent on le fait bien parce qu'on y prend plaisir parce qu'on le fait bien, et qui en même temps sont utiles pour l'ensemble de la collectivité. Et ce que fait un revenu universel, c'est faciliter cette recherche de chacun et par la société pour que chacun trouve sa place de cette manière-là. Et troisièmement, et d'une certaine manière plus fondamentalement, nous serons confrontés à un monde, à une société où il y aura de plus en plus de contraintes en raison du risque de pandémie, en raison du changement climatique, en raison de l'épuisement des matières premières, en raison des pollutions les plus diverses. De plus en plus de contraintes. Et dans ce monde-là, il ne faut pas renoncer à la liberté. Il faut au contraire continuer à proposer une utopie mobilisatrice qui permette à donner plus de liberté réelle à ceux et surtout celles qui aujourd'hui en ont le moins. Et un revenu universel, bien sûr, n'est pas la seule composante de cette utopie vers laquelle nous devons aller et que nous devons viser et qui nous donne la force d'aller de l'avant, mais c'est une composante essentielle de cette utopie émancipatrice. Donc voilà les raisons pour lesquelles, à mes yeux, effectivement, plus que jamais après cette pandémie, mais plus que jamais en ce XXIe siècle, on a besoin de quelque chose comme un revenu universel. Je vais maintenant donner la parole à Marjorie et Alexandre parce que cette utopie émancipatrice, mobilisatrice dont vous venez de parler, Philippe Van Parijs, elle suscite quelques réserves chez Force ouvrière. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi. Peut-être d'ailleurs, en reprenant la grille que nous proposait Karine Jeantet à l'instant, voilà, est-ce que vous bloquez sur les objectifs, sur les effets éventuels ou sur le comment est-ce qu'on met en place? D'où viennent les réserves de Force ouvrière? Bien, bonjour à tous. Avant de commencer, juste pour un petit trait d'humour, ça fait 22 ans que je ne suis pas venue à Aix-en-Provence et la dernière fois c'était pour passer un concours. Donc là j'ai l'impression de passer un grand oral de nouveau aujourd'hui. Voilà un peu mon état d'esprit. Alors pourquoi Force ouvrière est prudente, je dirais, plutôt qu'opposée, prudente par rapport à cette question du revenu de base, c'est que actuellement on a l'impression d'être dans un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on a des discours qui nous disent qu'il y a de plus en plus de besoins, des besoins accrus par la crise liée à la pandémie notamment, mais avant la crise liée à la pandémie, on a eu aussi une crise économique et financière en 2008 qui avait démontré des besoins accrus et suite à l'augmentation des inégalités, notamment dans le monde du travail. Et d'un autre côté, on est dans un contexte où les politiques mises en œuvre depuis un certain nombre d'années vont dans le sens du démantèlement de la protection sociale collective.
Cette protection sociale qui a été construite, c'est de haute lutte syndicale, qui a été construite en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays économiquement dévasté. Et pourtant, on a mis en place des filets de protection particulièrement importants en termes d'assurance chômage, en termes de sécurité sociale, en termes de protection sur les grossesses, les maternités. Et aujourd'hui, alors que la France est la 7e puissance mondiale en termes de PIB, on nous dit « Oh là là, attention, la dette publique explose et tout ça est impossible à maintenir. Donc il faut repenser de nouveaux modèles. » C'est ce que disait le panel précédent. Il faut inventer un nouveau paradigme et s'adapter aux nouveaux défis de la transition climatique, de la transition numérique, etc. Donc, j'ai bien entendu les critères qui ont été rappelés pour ce revenu de base, l'universalité, l'automaticité et l'inconditionnalité. Et à première vue, pour Force ouvrière, on peut admettre en effet que c'est généreux. Sauf qu'on se pose des questions. Notamment, vous le disiez, sur le comment. Comment on met en place un revenu de base dans le contexte actuel où on nous dit qu'il faut absolument limiter la dette publique. Si on fait un rapide calcul, et alors je ne suis pas économiste de formation, mais en termes de limites importantes, si on mettait en place ce revenu de base sur une population majeure, on va dire de 50 millions de personnes, à 750 € mensuels, on arriverait à un total de 37,5 milliards d'euros mensuels, soit 450 milliards d'euros annuels. Donc, je veux bien qu'on réfléchisse à de nouvelles solutions, mais qui dit nouvelles dépenses dit besoin de recettes. Donc, comment, où trouve-t-on ces recettes? Est-ce qu'on les trouve en fusionnant les minima sociaux actuels, ce à quoi là, je dirais que Force ouvrière est farouchement opposée, puisque les minima sociaux actuels répondent à des besoins précis. Alors certes, ils sont à faire évoluer, notamment par exemple, si je prends l'exemple des familles monoparentales, en effet, il y aurait des choses à faire évoluer de ce point de vue. Mais jusqu'ici, toutes les réformes, ou plutôt toutes les transformations, je dirais, puisqu'une réforme est forcément porteuse de progrès social, mais toutes les transformations qui ont eu lieu ces derniers temps, si je prends l'exemple de l'assurance chômage par exemple, elles partent du même principe, c'est-à-dire qu'on individualise les droits, donc on rend la personne responsable de sa période de chômage, responsable de sa période de maladie, responsable de sa période de maternité, et on transfère la responsabilité que l'État doit assumer en tant que garant social sur l'individu. Donc ces recettes, on les trouve où? Est-ce qu'on impose de nouvelles fiscalités? Est-ce qu'on impose une hausse de la TVA qui finalement se répercutera sur les bénéficiaires de ce revenu minimum ou revenu de base, appelons-le comme on veut. Donc voilà, il y a beaucoup de questions au final sur le comment. Ces questions, j'imagine, Benoît Hamon, qu'elles vous interpellent. Je disais tout à l'heure qu'en 2017, vous aviez fait de cette question du revenu de base, du revenu universel, l'un des axes de votre campagne. Comment est-ce que vous répondez d'abord aux objections qui sont formulées à l'instant par Marjorie Alexandre et par d'autres syndicats d'ailleurs en France? Oui. D'abord, bonjour. Oui, il y a des... En tout cas, il y a des questions qui se posent partout. Il y a des questions qui se posent chez ceux qui défendent les salariés, il y a des questions qui se posent dans les milieux économiques, il y a des questions qui se posent parmi les citoyens, qui sont de plus en plus nombreux à y être favorables, Philippe vient de le dire. Mais juste me permet cette petite anecdote en venant vous voir, c'est que quand je suis arrivé, je regardais l'Assemblée qui vous précédait,
qui parlait de la croissance, sujet éminemment important pour des économistes, et qui ont fait probablement le énième débat sur comment faire de la croissance du PIB, comme si d'ailleurs la croissance du PIB devait être le seul indicateur à partir duquel on juge de la bonne santé d'une nation, ce que je ne crois pas. Mais je me permets de souligner ça, il y a d'ores et déjà sur le revenu universel une forme de fracture générationnelle. Moi, je ne pense pas que tous les jeunes sont favorables au revenu universel, mais en tout cas, ils envisagent cette question-là à l'aune de l'expérience qu'ils font du travail et des défis qu'ils vont avoir à résoudre, qui leur sont souvent laissés par la génération de leurs parents, et qui sont notamment la question du défi climatique. Mais si nous faisions une photographie de votre salle par rapport à celle qui l'a précédée, alors merci à tous ceux qui, comme moi, ont plus de 50 ans et qui sont dans cette salle, mais je constate qu'il y a énormément de gens qui se situent entre 18 et 30 ans. Et ce qui montre qu'il y a sans doute autour de cette question-là aussi à écouter ce que les générations nouvelles expriment à travers les besoins qui sont les leurs et l'expérience qu'elles font, ces générations, de l'accès au travail, de l'accès à la formation et du désir de vivre au moins aussi libre que nous l'avons été nous-mêmes. Alors, bon, je pourrais répondre à Force Ouvrière. En fait, je vais essayer de répondre à quelques-unes des réfutations du revenu universel. Moi, je vais mettre en tout cas 2 éléments de débat pour nous aujourd'hui. D'abord, j'insiste sur un point qui a été évoqué par Philippe. Philippe dit le revenu universel, c'est la possibilité de répondre d'exercer une liberté, de dire oui ou de dire non. Nous vivons un moment d'intense fatigue démocratique dans toutes les démocraties. Or, la question se pose de quelle manière on régénère la démocratie pour que la démocratie reste encore un grand récit mobilisateur pour les citoyens eux-mêmes. Et pas comme Kant le disait lui-même, qu'ils deviennent finalement fatigués d'être libres au point d'abandonner la démocratie. Et dans cette réflexion-là, on aborde souvent la question de la démocratie à travers la démocratie dans la cité. Mais assez peu à travers le pouvoir qui devrait être celui d'un citoyen d'accepter ou de ne pas accepter un bon ou un mauvais travail. De faire des choix qui, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur de l'économie, relèvent aussi de sa liberté et de sa souveraineté. Que change le revenu universel ? Dès lors qu'il complète un salaire, il vous permet effectivement, si vous êtes sur un métier pénible où vous gagnez peu pour un travail difficile, de basculer à temps partiel, voire même de quitter cet emploi pour vous former, préparer autre chose. C'est une incroyable bombe démocratique, mais qui étend le champ de la réflexion sur la démocratie à l'économie et ne la limite pas au débat sur faut-il une 6e République, faut-il décentraliser, faut-il changer de mode de scrutin. Donc première chose, c'est effectivement un outil incroyable d'émancipation, donc un outil de liberté. Et moi je pense qu'aujourd'hui nous devons aussi réfléchir en termes de liberté des individus et pas seulement de contraintes. La deuxième chose, autre grand défi pour les générations qui viennent, c'est celle du climat. C'est celle de la transition écologique. Et je dis un mot très bref là-dessus, mais on oublie quelle va être la portée du revenu universel dans le changement des comportements des consommateurs. Une grande partie des consommateurs aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de consommer low cost. Or, en consommant low cost, vous consommez les produits, les services, les marchandises fabriqués dans les conditions les plus dégueulasses, avec l'empreinte écologique et l'empreinte carbone la plus forte. Ce que change le revenu universel, c'est que ça ouvre la possibilité, y compris pour les ménages les plus modestes, d'avoir accès à des biens de consommation, des marchandises, à des tarifs plus hauts, mais plus respectueux de modes de production qui soient justement avec un impact écologique, si possible neutre, voire même positif. Bref, on permet ou on facilite la transformation des modes de consommation en permettant à une grande partie de la population qui n'y a pas accès, d'avoir accès à des biens de consommation plus chers, mais aussi d'une plus grande qualité sur le plan écologique et environnemental. Donc moi, je mets ces 2 arguments en plus dans le débat, mais je crois surtout que ce qui s'est passé là avec la crise Covid, elle vient confirmer ce qu'on disait avant, nombreux, mais la crise Covid ne fait qu'accélérer un processus, mais que de toute façon, vu l'échec de toutes les politiques de redistribution des richesses maintenant, on a des filets de protection sociale, mais on voit bien qu'ils sont en train de craquer dans tous les sens. Ça fait maintenant presque 30 ans que nous ne savons plus résoudre l'asymétrie de pouvoir entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui vendent leur travail. Ça fait 30 ans qu'on est confronté à cet échec-là. Eh bien, je pense qu'il faut repenser
la redistribution des richesses et que le revenu universel est un des instruments pour le faire. Et nous allons maintenant rejoindre Alfonso Pratgay qui est en Argentine. C'est intéressant de vous entendre, Monsieur le ministre, d'Argentine, hein, puisque en tant qu'ancien ministre des Finances d'un pays qui traverse encore de grandes difficultés financières, on est curieux d'avoir votre regard sur cette question dont on a vu combien la question du financement était l'un des nœuds. Ah, le son malheureusement ne fonctionne pas d'après ce que je perçois du fond de la salle. Alors on va essayer de régler ce problème de son et puis je vais tout de suite me tourner vers Erwan Tizon puisque ça a été dit en préambule, c'est un sujet, le revenu universel, qui transcende les clivages. Et vous, Erwan Tizon, vous êtes libéral et vous y êtes favorable à ce revenu universel. Il faut nous dire, vous, pour quelles raisons? Alors, d'abord, merci pour cette question. Vous l'avez dit, le revenu universel, c'est pas parce que je suis libéral, enfin, c'est pas contre nature le fait d'être libéral et pour le revenu universel, c'est parce que je suis libéral que je suis pour le revenu universel. Il y a une tradition libérale justement pour le revenu universel, de Thomas More à Friedman, en passant par Gilbert et Hayek. D'ailleurs, j'en suis ravi que vous soyez le porte-parole. Bienvenue à la grande famille des libéraux, monsieur Benoît Hamon. Mais si vous voulez, pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette idée, en fait, de protection minimale. C'est protection minimale et d'accès à la décence. C'est ça en fait qui existe derrière le revenu universel. Thomas More disait dans l'Utopie qu'en fait le revenu universel c'était la meilleure arme de lutte contre la criminalité, parce que votre ventre plein n'a pas forcément envie de se battre à côté. Mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à l'utiliser dans un monde qui est de plus en plus incertain, avec des crises exogènes qui, à mon avis, selon ce que nous promettent la plupart des spécialistes, ne vont faire que s'amplifier à l'avenir. On l'a vu. Pendant la crise du Covid, 70% des adultes français étaient payés directement par l'État. C'est inouï dans notre histoire sociale. 70% des adultes français. À côté de ça, on a eu des centaines de milliers de personnes, des jeunes, des étudiants, des auto-entrepreneurs, des artisans, des personnes qui travaillaient au black avant, qui se sont retrouvées sans aucune ressource. Un jeune sur deux ne mange plus à sa faim. Vous avez une augmentation de 30% des gens qui sont allés taper à la porte des Restos du Cœur et de la Fondation Abbé Pierre, et une explosion de la précarité et donc du coup de la confiance en l'avenir. Qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait dire que, vous savez, on utilise souvent l'image de filet de sécurité pour parler de notre protection sociale. Et ben, je pense que l'image est totalement réelle. Elle est vraie. Un filet, c'est fait pour amortir. Par contre, le problème du filet, c'est que ça laisse toujours passer les plus petits à travers les mailles. Et aujourd'hui, dans notre protection sociale, c'est ça. C'est que les plus précaires, en fait, malheureusement, ne sont pas ciblés par les aides. En économie, il y a un effet qui s'appelle l'effet Mathieu, qui a été théorisé par un économiste anglais qui s'appelle Legrand, qui explique en fait que la plupart du temps, les aides sociales, pour qu'elles soient efficaces quand on cible le premier décile, il faut cibler les deux premiers déciles. Parce qu'on n'arrive jamais à atteindre notre propre cible. Et moi, je pense que c'est en ça que le revenu universel peut nous aider, mais dans certaines conditions. Le revenu universel, ça a été très bien rappelé par mes camarades précédents, c'est une formidable arme qui touche à peu près tout le monde. Je pense qu'en période de récession, une période de crise comme on l'a connue l'année dernière, où tout s'écroule et on ne sait pas par où ça part, on le voit uniquement après que ça a explosé dans telle et telle branche, il faut qu'on puisse se permettre de déclencher ce genre de dispositif-là. Par contre, si on le déclenche en cas de récession, il faut le débrancher en cas de croissance. Je crois beaucoup au pouvoir presque polymorphique du revenu universel, c'est-à-dire d'en faire une arme contracyclique, tout simplement qui nous serve d'amortisseur social quand justement on est en pleine crise. On le déclenche dès qu'on tombe en dessous d'un certain seuil de PIB ou de croissance. On se dit comme ça, tout le monde est couvert, absolument tout le monde est couvert. Et malgré les 400 milliards qu'on a pu mettre cette année, encore une fois, il y a des trous dans la raquette, il y a des trous dans le filet. Donc du coup, on se permet d'avoir vraiment un parachute qui soit commun. Et une fois que ça va mieux, on le débranche. On le débranche pourquoi? Parce que moi, je crois beaucoup, même si j'entends tout l'argument émancipateur, et je pense qu'intellectuellement ça se conçoit, mais je pense que d'un point de vue beaucoup plus concret, on a besoin d'avoir des aides qui soient beaucoup plus ciblées. Par exemple, pour les demandeurs d'emploi, il nous faut des aides sociales, une allocation chômage, mais aussi un suivi, parce qu'une simple allocation, c'est pas cela qui permet de se réinsérer. Pour les personnes qui sont allocataires du RSA, il nous faut un RSA, mais il faut aussi une inclusion et un suivi par les compétences. Il faut que les personnes puissent travailler. Et je pense vraiment à la force de notre système social en période de relance.
à ce qu'il peut justement, au principe de ciblage et de personnalisation qu'il a de façon inhérente. Donc, si je devais résumer le revenu universel, oui, mais uniquement en cas de récession et en cas de crise économique. Et quand ça va mieux, on repart sur un système plus global. Alors, j'ai des questions, à mon avis, ça va soulever des questions qu'on va pouvoir poser à Philippe Van Parijs, à Benoît Hamon notamment. Je vais demander peut-être d'abord à nos amis de la régie de nous faire signe pour savoir si le son est rétabli avec l'Argentine, oui ou non. Manifestement non, donc on est vraiment désolé pour Alfonso Pratguer. On va peut-être juste tenter quand même. Monsieur Pratguer, est-ce que vous nous entendez? Ça marche, ça marche. Très bien, c'est parfait. Oui, oui. Merci et bienvenue. Merci et bienvenue. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Merci aux rencontres économiques pour l'invitation. En tout cas, maintenant, on vous entend très bien. Je suis participer dans ce panel. Je suis désolé de ne pas être avec vous de manière présentielle. Et aussi encore, je suis désolé de changer maintenant à ma langue, l'espagnol. Restez assurés que c'est le plus effectif pour tous. En tout cas, merci beaucoup à vous. Il semblerait que la rente universelle muchas de las redes de seguridad, las redes sociales de nuestros países dans nos pays para atender un shock totalmente inesperado, como fue la necesidad de cerrar empleos, de cerrar ciudades, de cerrar empresas y de obligar a la gente a quedarse en su casa y no trabajar. Les gens doivent rester chez eux et travailler. Mais elle parle dans l'anglais. Esta idea de un ingreso universal y la idea un objectif égalitaire de John Lloyd, mais là c'est pour parler en espagnol. Et là en français. C'est beaucoup mieux que ce que l'on pensait. L'homme n'est pas seulement ne doit pas s'occuper uniquement des possibilités qu'il a au moment où il est né. Je pense que les incertitudes vont bien au-delà du point de départ et peuvent toucher la personne tout au long de son chemin de sa vie. Il faut penser à des questions beaucoup plus complexes et il est très intéressant dans cette discussion examiner ce qui se passe aujourd'hui en France et voir la situation justement avec un ex-candidat à la campagne et voir cette notion de rente universelle avec les notions de liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est très important aussi pour continuer cette discussion. Il faut faire très attention, comme on l'a dit avant, aux plans fiscaux qui ont été mis en place dans différents pays qui sont temporaires, qui ne sont pas suffisants parce qu'ils ne peuvent pas se transformer en rente permanente. Et on peut dire que dans certains pays, c'est une mauvaise propagande pour les autres éléments, comme aux États-Unis aujourd'hui, où il y a des discussions très importantes parce qu'il y a beaucoup de travailleurs aux États-Unis qui préfèrent rester maintenant à la maison et recevoir l'aide de l'État plutôt que d'aller travailler. Et donc parfois cela fait une mauvaise publicité de ces propositions, de ces aides. Et il faut analyser toutes ces situations. Alors encore quelques réflexions que je propose aux autres participants, une petite explication sur ce que nous avons fait ici en Argentine. Moi, j'avais lancé une loi pour un revenu universel pour les personnes de plus de 18 ans et qui a été approuvée par le gouvernement. Et le gouvernement l'a approuvé par décret. Et c'est un revenu pour tous ceux qui ont moins de 18 ans et sans condition. La seule condition, c'est qu'ils aillent à l'école et qu'ils suivent des cours et qu'ils aillent régulièrement à l'hôpital pour être sûrs qu'ils sont en bonne santé. Je crois que cela a eu beaucoup de succès. Cela a permis de diminuer
le niveau de la pauvreté en Argentine. Bien sûr, c'est encore insuffisant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et une deuxième réflexion, c'est que l'exécution de ces programmes, eh bien, il faut voir quelle est la réalité socio-économique. Et là, d'un côté, il y a la liberté dont on parlait, et d'autre part, l'objectif que nous avons. Mais parfois, il y a le politique qui intervient et qui fait que parfois les gens veulent dépenser plus, mais peut-être pas dépenser mieux. Et en Argentine, dans les 15 dernières années, les frais publics, les dépenses publiques en proportion du PIB est passé de 26 à 42%, presque 16 points de plus. Et le paradoxe, c'est que pendant cette période, la pauvreté est également passée de 26 à 42%. Donc il est assez évident que les politiques sociales qui ont été mises en place n'ont pas atteint leur but. Et cela nous ouvre aussi la possibilité d'une discussion plus vaste sur le fait qu'il faut étendre ce revenu universel, pas seulement aux moins de 18 ans, mais à toute la population. Et ici, il y a eu un effort, et cela implique aussi un effort budgétaire au niveau de tous les pays qui veulent mettre en place cette rente universelle. Ce n'est pas très simple au niveau administratif, même si l'objectif est essentiel et très louable. Cela va impliquer beaucoup d'éléments. Il faudra savoir aussi s'il y aura assez de travail pour tout le monde et voir quelles sont les autres alternatives à ce revenu universel qui pourrait arriver au même objectif que le revenu minimum universel dans le respect des libertés et peut-être avec de meilleures possibilités budgétaires. Voilà, j'espère avoir apporté quelques points à votre discussion. Monsieur le ministre, beaucoup de questions se posent après vos premières interventions. J'ai d'abord envie de vous demander, Philippe Van Parijs, vous qui avez l'habitude de défendre ce dispositif, de répondre à l'une des objections qui a été encore formulée à l'instant par Alfonso Pradguet, le risque de désincitation au travail. Comment est-ce qu'on répond à cette critique qui est finalement peut-être celle qui vient en premier lieu à l'esprit lorsqu'on parle de revenu universel ? Bon, pour répondre à cette question, je trouve qu'il importe de clarifier deux points qui ont été à juste titre soulevés par Marjorie. La première chose, c'est que le revenu universel, c'est vrai, est un modèle fondamentalement différent, un modèle de protection sociale fondamentalement différent du modèle de l'assistance sociale qui est né au début du XVIe siècle et qui s'est transformé en une forme d'assistance publique plus ou moins systématiquement organisée en faveur des pauvres. Puis, il y a un deuxième modèle profondément différent qui a été créé à partir de la fin du XIXe siècle, qui est le modèle de l'assurance sociale, où il ne s'agit plus d'une forme de charité publique, mais il s'agit d'une forme de solidarité entre travailleurs, avec l'espoir de certains à ce moment-là que ça pourrait remplacer entièrement l'assistance aux pauvres, parce que tout le monde pourrait devenir un travailleur. Initialement, il y avait les travailleurs industriels qui étaient inclus dans le système de Bismarck, et puis graduellement, on l'a inclus, on a assimilé, etc. Et puis, le modèle du revenu universel, c'est un troisième modèle. Mais ce qui est important, fondamentalement différent, où là, c'est une partie de la richesse sociale qui est distribuée équitablement entre tous. Mais ce qui est important, c'est bien de voir que ce troisième modèle ne sera pas un substitut, ne doit pas être un substitut intégral aux deux premiers, tout comme le second modèle n'a pas été un substitut intégral au premier. On a encore le RSA qui n'est pas un système d'assurance sociale. Et donc le troisième modèle ne vise pas à les remplacer, mais à les faire mieux fonctionner. Et donc ça, c'est immédiatement connecté à un second point, c'est que c'est quoi le modèle de revenu universel qu'il s'agit de défendre. Parfois on présente ça comme un dilemme entre, d'une part, on dit soit vous ajoutez, on fait le calcul que vous avez fait tout à l'heure, on ajoute ça à toutes les dépenses publiques actuelles, on dit c'est pas possible, ça c'est de la folie intégrale. Soit on dit on prend toutes les allocations actuelles, on les remplace par le revenu universel, et alors c'est inadmissible, comme vous l'avez à juste titre dit, parce qu'alors il y a toute une série de familles précaires qui pour des raisons particulières ont besoin de ces revenus, qui se situeront dans une situation pire qu'aujourd'hui. Et donc le seul modèle
le seul type de proposition qui a du sens à mes yeux, et c'est aussi ce type de proposition que défend Benoît et que défend toute personne raisonnable en Europe, c'est qu'il y ait un socle qui soit inconditionnel, et puis avec des compléments qui soient certainement d'assurance sociale pour protéger contre certains risques, bien sûr recalibrés, de manière à ce que ça s'ajoute à ce socle, mais donc de manière à ce que le revenu total de personnes au chômage, par exemple, ne soit pas diminué, mais bien sûr le complément assurantiel sera réduit du montant de l'allocation universelle. Et de même, il y aura des suppléments d'assistance sociale sous certaines conditions pour personnes handicapées, etc. Et dans ce contexte-là, il faut poser la question des incitants au travail, donc, qui est bien sûr, s'il n'y avait que le revenu universel, on pourrait dire, comme Benoît l'a aussi rappelé tout à l'heure, on peut le combiner alors avec tout autre revenu. Donc l'incitation au travail sera plus grande, pas moins grande qu'avec le RSA, mais néanmoins, on ne sera pas forcé à accepter n'importe quel emploi, et ce sont les patrons qui en profiteront, parce que cette espèce de subvention à l'emploi peu rémunéré est donnée aux travailleurs plutôt qu'aux patrons. Mais c'est plus complexe que ça, et je m'arrête là, parce que c'est certes un socle, mais comme il y aura des compléments, cette trappe de l'emploi ne sera pas entièrement supprimée, mais elle sera considérablement réduite. Et bien sûr, ceux qui en profiteront en premier lieu, ce seront les plus précaires, mais ce seront aussi tous ceux qui ont le sentiment à un certain moment de travailler trop et qui pourront plus facilement travailler à temps partiel, qui pourront plus facilement interrompre leur carrière pour se reformer. Et ça rejoint plusieurs des arguments que j'ai donnés tout à l'heure. Benoît Hamon, j'ai une question qui me venait tout à l'heure en écoutant Erwan Tison, qui relevait évidemment des points communs entre vous, mais qui soulevait la question d'un revenu universel qui serait temporaire. Est-ce qu'à vos yeux, un revenu universel qu'on pourrait débrancher de manière à ce qu'il, en fonction des cycles économiques, serait vraiment universel ? Non. Non, mais en fait, on pourra avoir le débat, mais si on en fait un outil de politique économique contracyclique, en fait, je pense qu'on perd évidemment la dimension politique, démocratique du revenu universel. Mais bon, ça vaut le coup qu'on creuse, d'ailleurs, au-delà des 15 minutes qui nous restent, je ne sais pas. Mais donc, je n'ai pas la même vision que lui là-dessus. Ce que je crois important de dire et de rappeler, c'est que parce que ça m'intéresse plus d'avancer, de creuser un certain nombre d'arguments que donne Philippe, parce qu'autant qu'on aille au bout d'un certain nombre de raisonnements, on va vous demander, en tout cas on demandera aux nouvelles générations, on vous le serine d'ailleurs depuis presque le lycée, d'être flexible, agile, en capacité de s'adapter. Or, quels sont les instruments dont vous disposerez, vous, pour pouvoir vous adapter quand le travail se transformera à une vitesse qu'on n'a jamais connue auparavant, à raison de l'intensité, de la fréquence des innovations technologiques et de leurs conséquences sur le monde du travail, comment le faire ? Et le revenu universel est justement le pendant, la correspondance que l'on donne à chaque individu pour être en capacité de s'adapter à une nouvelle forme d'économie, une nouvelle forme d'organisation du travail qui suppose sans doute d'être beaucoup plus agile qu'on ne l'était auparavant. Et moi, je mets au défi, c'est ça que vous aurez quelques ministres sous la main, croquez-les quand même, mais les mêmes qui disent il faut s'adapter, nous devons être beaucoup plus flexibles, mais ne proposent rien en face pour que le citoyen également travailleur, dispose ou puisse exercer sa liberté, exercer son autonomie, sa créativité pour pouvoir justement poursuivre une carrière, s'organiser entre le temps professionnel et le temps personnel, pas simplement à sa guise, mais aussi en fonction de ses vœux. Je vous demande chaque fois de leur poser cette question-là. Donc le revenu universel, il est aussi sur la table pour faire face à ce qui est une transformation de l'économie qui est comparable à la première révolution industrielle. Nos sociétés vont changer avec la révolution numérique aussi fortement, sinon plus, que quand on est passé d'une société dominée par l'agriculture à une société dominée par l'industrie et par les usines. Donc on a des transformations qui sont profondes et on ne pense pas en face les mécanismes de protection sociale, les mécanismes de solidarité, les instruments dont on veut doter les individus pour que cette révolution numérique soit aussi un progrès, et si possible un progrès partagé par le plus grand nombre. Donc, ce que je crois profondément, c'est que nous sommes là face à une transformation que moi je crois inéluctable, et je note quand même
que dans les résistances, qui étaient des résistances symboliques, mais ô combien fortes politiquement, il en est une qui est tombée, c'est celle de l'Église catholique. Non mais je le dis, c'est pas rien. Parce que dans le rapport que nous avons au travail, qui date pour le coup du passage de l'Antiquité à une société dominée, ou en tout cas principalement dominée par le christianisme, le rapport au travail a considérablement changé. Or, quand le pape François lui-même, dans un livre qui a été publié cette année, se prononce, d'ailleurs, ce qui va réjouir mon voisin, en faveur d'un revenu universel plutôt d'inspiration libérale et plutôt sous la forme d'un impôt négatif, ce qui n'est pas moi ma préférence, je le dis tout de suite, mais on a là quand même une digue supplémentaire qui tombe. Pourquoi ? Parce que on cesse de penser que celui qui ne travaille pas est un oisif tenté et donc est habité par le diable, et que tous ceux qui bénéficieraient d'un revenu universel seraient forcément tentés de passer du côté obscur des choses. Alors je vais vous poser une question, on va faire simple. Quel est celui ou celle qui, s'il avait un revenu universel aujourd'hui de 750 €, c'est ce que j'avais proposé pendant l'élection présidentielle, annonce ici qu'il arrêterait de travailler ou aurait arrêté de travailler? Levez la main. Quels sont ceux ou celles qui envisageraient, le cas échéant, ou auraient envisagé de passer à temps partiel ou de se reformer? Bon ben merci beaucoup. Moi, ça me va très bien, hein, vos réponses, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le plus gros préjugé, c'est celui-là. C'est qu'on est persuadé, moi je serais persuadé que lui, il arrêterait de bosser si jamais il avait le revenu universel. Et lui, il est persuadé du contraire. C'est qu'en fait, on prête toujours à son voisin les vices qu'on ne s'attribue pas à soi. C'est toujours le cousin un peu paresseux, qui picole beaucoup au mariage, dont on est sûr qu'il va prendre le revenu universel pour arrêter de travailler. Par contre, nous, on a mis notre obol dans la liste de mariage, on a été parfait, et nous, on n'arrêterait pas de travailler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on dépasse ce préjugé-là. Je pense que c'est le seul argument qui n'a aucune valeur, mais en même temps, c'est le plus dur à faire tomber. Chaque fois qu'on est capable de faire la démonstration que ce n'est pas le bon argument pour être contre le revenu universel, et pourtant, ce sera sans doute celui qui sera le plus dur à extirper de la tête de celles et ceux qui aujourd'hui hésitent à ce qu'on bascule dans cette nouvelle forme de protection sociale. Mais bon, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Il y a une question qui est intéressante, que soulevait tout à l'heure Philippe Van Parijs, et que je voudrais vous poser, Marjorie, Alexandre. C'est qu'effectivement, ce système de revenu universel aurait vocation à cohabiter avec la protection sociale existante. Toute la question est de savoir comment, à quel degré, comment est-ce qu'on pourrait articuler les deux systèmes. Et si je comprends bien, encore une fois, quelques-unes des réserves de Force ouvrière viennent de là. Sur cette question de la cohabitation, alors je ne vois pas pourquoi on se triture le cerveau à se demander pourquoi ou comment ce revenu universel devrait ou pourrait cohabiter avec le système existant. Pourquoi ne pas faire évoluer le système existant, tout simplement, vers un modèle plus protecteur, avec des modifications des garanties insuffisantes actuellement? Donc pourquoi on ne fait pas évoluer au sein du système actuel les garanties collectives déjà établies? Moi, il y a une question que je me pose et à laquelle, pour l'instant, j'ai pas entendu, sauf erreur de ma part, de réponse. C'est comment est financé ce revenu universel, puisqu'actuellement, sous la pression notamment du patronat, entre autres, il y a une volonté de faire évoluer le système de financement des cotisations vers la fiscalité. Et donc, on n'est plus dans un système de solidarité qui donne des droits collectifs qui sont à même de garantir la liberté individuelle des travailleurs et de leur famille. Donc ça, c'est une question que je me pose. Et moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises pendant ce débat. C'est la possibilité, ou en tout cas la liberté qui serait offerte d'accepter ou non un mauvais travail. Alors ça, je suis fondamentalement d'accord avec ça. Personne ne devrait avoir l'obligation d'accepter ce qu'on appelle un mauvais travail. Mais là, est-ce qu'on ne met pas un pansement sur une jambe de bois? C'est-à-dire que d'un côté, on propose le revenu universel, mais de l'autre, on ne résout pas la question du mauvais travail, entre guillemets.
C'est-à-dire que ces mauvais emplois, pourquoi on ne les fait pas évoluer? Pourquoi on n'a pas des politiques de l'emploi qui sont mises en place pour faire évoluer les conditions de travail et les salaires? On l'a vu notamment dans le cas de la pandémie qui a secoué le monde ces derniers mois. Avec ce qu'on a appelé les travailleurs dits de la seconde ligne, même si j'aime pas forcément cette expression. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer ces emplois? Parce que ces emplois, on va continuer d'en avoir besoin, en tout cas pour partie. Donc comment on les fait évoluer? La question s'adresse à vous, Philippe Bantaris. Ok. Donc je réponds très, très brièvement. La première question, la question du financement. Donc dans un pays comme la France et d'autres pays européens, l'introduction d'un revenu universel doit aller de pair avec une réforme fiscale. Dans tous nos régimes fiscaux, donc l'impôt des personnes physiques, il y a une exonération des premières tranches d'impôt. Cette exonération serait supprimée et remplacée par l'allocation universelle pour chacun. De même, les taux d'intérêt bas qui s'impliquent aux tranches légèrement supérieures seraient également augmentés. Ce qui veut dire qu'à partir du premier euro gagné, on paierait 30% ou 35% d'impôt. Si on ajoute à ça la réduction des allocations sociales actuelles, sans réduction du niveau total perçu par ces allocataires, une fois qu'on y ajoute le revenu universel, ça finance la plus grande partie d'un revenu universel modeste. Il reste un coût supplémentaire qu'il faudra effectivement couvrir parce que certains, les plus précaires, les travailleurs à temps partiel, y gagneront. Et là, il faudra soit une augmentation du taux d'imposition marginal pour les salaires ou les pensions les plus élevées, dont la mienne, et aussi d'autres formes de taxation plus équitables du capital ou des formes de taxation indirecte qui, bien sûr, auront alors un impact sur la valeur réelle de l'allocation. Mais c'est ça le modèle général, donc comment payer, c'est ça la manière de payer. Sur la question de l'amélioration de la qualité du travail, moi je trouve qu'il y a un point tout à fait fondamental, c'est que ce qui est un sale travail et ce qui est un bon travail, c'est quelque chose qu'aucun bureaucrate, aucun parlementaire, aucun universitaire ne peut déterminer. Ce sont les personnes eux-mêmes et elles-mêmes qui vont pouvoir le déterminer. Parce que le même travail qui formellement sur papier est identique dans deux cas, est profondément différent en raison de la relation qu'il peut y avoir avec les collègues, la relation avec le patron, le degré de formation que ce travail apporte, l'endroit où il se trouve, l'horaire qu'il permet, etc. Et donc, la meilleure manière de faire d'améliorer la qualité de travail, c'est déjà une vieille idée de Charles Fourier qui disait, une fois que vous aurez un revenu garanti, eh bien, petit à petit, il y aura de moins en moins de différence entre le travail et le jeu, disait-il. Eh bien, mais pour y arriver, il faut donner plus de pouvoir aux travailleurs eux-mêmes, pas plus aux bureaucrates, technocrates, etc., qui vont dire ça c'est un bon travail, c'est un mauvais travail. Et la meilleure manière de le faire, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, c'est donner du pouvoir à celui qui en a le moins. Je voudrais poser la même question du financement à Erwan Dizon, parce que peut-être que votre approche sera différente. Dites-nous, vous qui êtes partisan du revenu universel, comment, à vos yeux, il peut se financer ? Alors déjà, moi, je me satisfais du fait que sur ce débat-là, sur le débat du financement, on ait des solutions sérieuses. On ne parle plus de le faire financer par la BCE ou par des taxes sur les robots. On reste vraiment sur des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus faisables. C'est un petit point. Ce qui est intéressant de voir justement dans le côté contracyclique, c'est qu'on ne peut se permettre dans des moments de conjoncture négative, c'est-à-dire des moments de crise économique, de faire en fait un moment keynésien, et même les plus libéraux d'entre nous sont pour des moments keynésiens contracycliques, c'est-à-dire de se dire, effectivement, il y a un choc économique, on se doit de l'absorber par la dette. C'est un des outils, des caractéristiques de la dette publique, c'est justement de pouvoir être amortisseur. Et c'est pour ça aussi qu'il faut surtout le débrancher quand ça va mieux. Parce que quand vous faites le calcul rapidement pour 750 €, 800 € par personne en France, pour les 50 millions d'adultes à peu près, vous êtes à 600 milliards par an. Ce qui correspond grosso modo à toute la sphère sociale, comprenant aussi bien les APL, les retraites, comme l'allocation chômage. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se doit d'avoir ce genre de dispositif-là qui effectivement sera financé en cas de mauvaise conjoncture. Donc quand on le branche par une augmentation temporaire de la dette et par une fusion avec les autres aides sociales, pour le côté vraiment bouclier. Et c'est pour ça qu'il faut aussi le débrancher très rapidement pour éviter tout simplement de creuser non seulement la dette, mais aussi les déficits en période de reprise et avoir quelque chose là encore de beaucoup plus ciblé. C'est pour ça que le caractère vraiment contracyclique, je pense,
peut-être très intéressant, surtout dans une occasion en fait, où des crises, on va en avoir d'autres, qu'elles soient sanitaires, mais technologiques également. 40% des emplois sont amenés à être détruits dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emplois qui vont être créés en parallèle. Historiquement, on estime que pour un emploi détruit, la technologie en a créé 2, quels que soient les exemples historiques depuis 1784. Donc du coup, on se dit qu'on va avoir, on se dit, et en confiance en l'avenir, monsieur Hamon, on se dit qu'on va avoir justement à peu près le même mouvement, mais qu'il y a, c'est que c'est la phase vraiment transitoire. Et donc dans cette phase transitoire-là, l'outil budgétaire justement doit être présent pour amortir le choc. Il nous reste quelques minutes. Benoît Hamon vous répond. Oui, alors là, je vais m'amuser à mon tour. Non, mais pour une fois, je vais un peu moins faire confiance à un théoricien français qu'à un praticien des nouvelles technologies américain. Parce que pour le coup, eux, ils ont été les premiers à essayer de penser ce qu'étaient les conséquences de leurs propres innovations technologiques sur l'environnement à l'intérieur duquel ces innovations intervenaient. Il n'y a pas de hasard, à mon avis, si Gates, Musk, Zuckerberg, sont favorables au revenu universel, mais aussi à ce qu'il y ait une forme de taxe, ce que vous appelez taxe sur les robots, c'est-à-dire de fiscalité qui soit mise en œuvre de façon à ce que là où dans les secteurs où les machines remplacent les hommes, là où les hommes sont expulsés du marché du travail, il existe les moyens de leur permettre, de se former, de retrouver du travail, bref, qu'on redistribue la richesse à cette fin-là. Donc, moi, je veux bien ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, mais en l'occurrence, ces propositions que j'avais mises en débat à l'élection présidentielle, au moins ont eu l'assentiment de ceux qui innovent sur le plan des technologies et un peu moins, effectivement, d'un certain nombre d'économistes français. Et je voudrais répondre maintenant à la question qui m'a été posée aussi par la représentante de Force ouvrière, à laquelle a répondu Philippe von Paris sur ce que ça changera aux conditions de travail. La réalité aujourd'hui, c'est que dans bon nombre de secteurs, quelle que soit l'action des syndicats, et moi je la salue, il faut qu'il y ait de l'action collective, nous ne parvenons pas à améliorer de manière significative les conditions de travail dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et où on constate aujourd'hui beaucoup de souffrance au travail. Eh bien, que change le revenu universel ? Il donne du pouvoir aux individus. Et j'ai la faiblesse de croire que ce pouvoir donné aux individus donnera de la force aussi au collectif. Et je vais prendre un seul exemple. Que changerait le revenu universel dans le secteur par exemple, des EHPAD et des personnels qui y travaillent ? Les personnels qui travaillent dans les EHPAD sont confrontés à une dégradation de leurs conditions de travail. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours aussi nombreux. Pourtant, le niveau de dépendance des personnes qu'ils prennent en charge n'a cessé d'augmenter. Et leurs conditions de travail s'est considérablement dégradé. Si les femmes et les hommes qui travaillent dans les EHPAD aujourd'hui, les maisons de retraite, avaient un revenu universel, donc la possibilité vis-à-vis de leur employeur de dire « si mes conditions de travail ne s'améliorent pas, je quitte mon emploi ». Pour ces secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre et qui ont besoin toujours autant de main-d'œuvre, fondamentalement, les conditions de la négociation dont vous seriez en charge, les syndicats, avec les employeurs, changeraient. Donc moi, je crois aujourd'hui que le revenu universel est un des instruments par lesquels on améliore les conditions de travail et qu'il faudrait que les syndicats, peut-être aujourd'hui, regardent ce que pourraient être les conséquences pour l'efficacité de leur propre action de l'existence de ce revenu-là. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Vous le savez, nous sommes contraints par le temps. Il est donc temps de conclure cette table ronde. Toutes nos excuses à Alfonso Prat-Gay, vers qui nous n'avons pas eu le temps de revenir, mais en tout cas un grand merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous depuis l'Argentine. Merci beaucoup aussi à Karine Jante et merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et à bientôt.